Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo d'IPAE concernant la préparation aux EVC en médecine générale et qui va s'intéresser à une part assez générale de la rhumatologie. On va traiter de la polyarthrite rhumatoïde, des rhumatismes microcristallins et puis de façon plus générale de la façon comment on s'oriente en médecine générale devant une monoarthrite ou une polyarthrite. Donc c'est assez large, mais on va essayer de rester cantonné à ce qu'on peut trouver vraiment en pratique de médecine générale et puis dans les éléments qu'on peut vous demander de maîtriser au concours. Je profite de cette vidéo qui va être disponible gratuitement sur notre chaîne YouTube pour parler un petit peu de l'offre d'IPAE en médecine générale pour la préparation aux EVC. Donc IPAE, c'est un institut de préparation à la PAE qui a été fondé par deux cardiologues, les docteurs Thomas Dumière et les docteurs Damien Farr, et dans laquelle se sont ajoutés deux autres praticiens pour l'instant. Moi-même, le docteur Julien Romer, qui suis médecin interniste à l'hôpital Bichat, et le docteur Emmanuel Magny, qui est gériatre à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et ensemble, on a décidé de proposer une formation de préparation aux EVC en médecine générale qui est très large et pour lequel on a la conviction que d'avoir des bases de connaissances solides, c'est déjà une bonne chose, mais ce n'est pas forcément suffisant, et que notre apport sur de la méthodologie et de la préparation pure au concours pourra aider. Donc l'offre en médecine générale, elle est double. Je vous laisserai aller regarder les détails sur le site, mais en principal, c'est une banque de topos comme celui-ci, des PowerPoint sonorisés, qui sont faits soit par moi-même, soit par des spécialistes d'organes quand il s'agit de sujets vraiment majeurs, notamment en cardiologie, en gériatrie, puisqu'on a des spécialistes avec nous dans l'équipe. Et donc, vous verrez que ces vidéos-là sont très, très poussées. Et donc, cette banque, elle sera disponible en ligne 24 heures sur 24 pour que vous puissiez la regarder à volonté et qui va traiter d'à peu près tout le programme, c'est-à-dire toute la médecine, alors en se focusant sur les choses qui sont vraiment fréquentes en médecine générale et tombables au concours. Il y a aussi des conférences en live qui sont faites plus tard dans la préparation au concours par moi-même et peut-être aidé de mes collègues pour vous apprendre la méthodologie. Et ça, c'est vraiment important puisque c'est un concours qui se base sur celui nous, on passait à l'époque quand on a fait nos études. Et la méthodologie de ce genre de questions est fondamentale et c'est là-dessus qu'on fait vraiment la différence. Et puis, dans cette offre, on a la possibilité d'avoir un accompagnement personnalisé, c'est-à-dire qu'on peut poser ces questions à moi-même sur une adresse mail dédiée, questions auxquelles je réponds assez rapidement pour permettre de ne pas vous laisser bloquer sur des points d'incompréhension. Voilà, tous les détails de l'offre sont sur le site IPAE, dont je vous ai mis le lien juste en dessous et que je vous invite à aller visiter. Voilà, j'en reviens à ce topo de rhumatologie. On va commencer par la polyarthrite rhumatoïde au cabinet de médecine générale. Donc, la polyarthrite rhumatoïde, c'est un rhumatisme inflammatoire et c'est le rhumatisme inflammatoire le plus fréquent, environ de 0,5% de la population adulte. Le mot-clé de ce rhumatisme, c'est qu'il est destructeur, ce qui n'est pas du tout le cas de tous les rhumatismes. On a déjà parlé d'autres rhumatismes inflammatoires dans d'autres topos, notamment par exemple les connectivites, comme le lupus, ne détruisent pas les articulations. La polyarthrite, tout comme l'arthrose, qui est un autre rhumatisme destructeur, détruit les articulations. Et donc, c'est un pronostic fonctionnel majeur, et donc tout va tourner autour de ça. C'est un âge de début beaucoup plus jeune que l'arthrose, plutôt aux alentours de 50 ans, et on dit que c'est plutôt les femmes, même si c'est finalement que 3 femmes pour un homme, aux alentours de... Donc, on dit la femme de 50 ans pour le patient type qui développe une polyarthrite rhumatoïde. La clinique, tous les mots sont très importants. C'est une polyarthrite, ça veut dire qu'il y a plusieurs articulations. Arthrite, c'est-à-dire qu'il y a un gonflement qui est symétrique, qui est distal, donc c'est plutôt les mains, plutôt les deux côtés, qui est nu, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres symptômes extra-articulaires associés. Et on retient le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde devant un rhumatisme qui dure plus de 6 semaines. C'est-à-dire que ça permet de s'affranchir de toutes les arthrites virales, les réactions inflammatoires post-virales, et des choses comme ça.
il y a de l'arthrite, ça veut dire que les articulations sont gonflées et douloureuses, parfois un peu rouges, pas tant dans cette maladie-là. Et avec potentiellement, il y a aussi des ténosynovites, donc c'est plutôt les gaines des tendons qui sont inflammatoires au contact éventuellement des articulations. Il y a une limitation des amplitudes articulaires. Et en général, dans la forme typique, ça touche les MCP, donc les métacarpophalangiennes, et les IPP. Ça épargne les interphalangiennes distales, contrairement à l'arthrose en particulier, et aussi au rhumatisme psoriasique sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Il y a certaines formes cliniques qui sont atypiques, donc ça devient de la spécialité, mais il peut y avoir des débuts rhizoméliques, c'est-à-dire des débuts aux épaules. Il peut y avoir des débuts sous forme monoarticulaire. Il peut y avoir une forme pseudo-fébrile, très aiguë. Donc, c'est des formes typiques des formes cliniques un peu moins typiques, mais qui existent. Ce qui est fondamental dans l'interrogatoire d'une douleur articulaire, pour dire qu'on s'oriente vers une arthrite avant d'avoir des examens, parce que de temps en temps, on n'a pas besoin d'examens complémentaires, c'est préciser l'horaire de la douleur. Donc, l'horaire inflammatoire de la douleur, c'est vraiment la sémiologie de base, mais c'est vraiment préciser le réveil nocturne en fin de nuit, le dérouillage matinal, l'amélioration au cours de la matinée, la sensibilité aux anti-inflammatoires qu'on met en opposition à l'horaire mécanique, bien sûr. Vous voyez sur les photos les déformations qu'on peut avoir. Je vous passe la sémiologie de toutes les déformations, mais vous saviez, il y a les déformations en col de cygne, les déformations en Z, qu'on peut trouver dans ces formes évoluées. Quel bilan on fait initialement? Alors, déjà, l'adage, c'est que toute polyarthrite rhumatoïde doit être vue et orientée vers un rhumatologue. Néanmoins, avant de le faire, on peut gagner un peu de temps et commencer le bilan structurel et le bilan biologique. Donc, le bilan structurel, c'est-à-dire regarder les destructions, dans quelle mesure il y a une destruction. Donc, il faut faire des radios. Radio des mains de face et avec les poignets et radio des pieds. Qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher des érosions. Ça veut dire, comme là, le petit signe de la flèche, il y a de la lise osseuse. On va chercher du pincement articulaire. Vous voyez que là, il n'y a plus d'interligne articulaire. Et puis, on peut voir un peu de flou sur les radios, notamment au niveau des os du carpe, et ça s'appelle la carpite. Classiquement, les premiers os à être touchés dans cette maladie-là, c'est la tête du 5e métatarsien, donc au pied. Et donc, c'est pour ça qu'on fait des radios des pieds fréquentes. Cliniquement, je ne vous ai pas dit, mais un élément qui est assez sensible, c'est ce qu'on appelle le squeeze test. C'est quand on appuie sur les deux faces latérales des paumes, là. Et donc, cette mobilisation-là des métacarpophalangiennes, ça, c'est assez sensible pour détecter des douleurs d'arthrose ou d'atteinte des MCP, en tout cas. D'arthrite ou d'atteinte des MCP, en tout cas. Donc, les radios, c'est pour la destruction, c'est très important. Il faudra les refaire tous les ans, mais ça, c'est les rhumatologues qui s'en occupent. Un truc qui peut aider au départ, quand on ne sait pas si une douleur elle est mécanique ou inflammatoire, quand on a un doute sur le caractère arthritique d'une douleur articulaire, c'est l'échographie qui peut regarder avec le Doppler s'il y a de la prise de Doppler et ça signe l'atteinte inflammatoire, la synovite. Sur le plan de la prise de sang, il faut faire des choses très simples, une numération avec peut-être un peu d'élévation des PNN et surtout une CRP qui montre un syndrome inflammatoire biologique avec une élévation de la CRP. L'AVS, si on la dosait, serait élevée également. Et sur le reste du bilan, il faut demander les facteurs rhumatoïdes, la recherche de l'activité facteur rhumatoïde et les anticorps anti-CCP. C'est les deux examens immunologiques qui vont servir au diagnostic de la polyarthrite rhumatoïde, qui sont un petit peu différents. Les facteurs rhumatoïdes, ce sont un marqueur d'activation du système immunitaire. C'est la capacité qu'ont avoir les anticorps IgM du système immunitaire à reconnaître des IgG polyclonales. Ça ne se voit pas que dans la polyarthrite rhumatoïde, ça peut se voir dans des maladies infectieuses chroniques, ça se voit dans l'endocardite infectieuse par exemple, ça se voit dans d'autres connectivites plus rarement. Donc ça, et puis surtout, ça se voit dans la population générale en absence de toute maladie. Donc je vous ai mis quelques chiffres de prévalence, vous voyez qu'il y a à peu près 10% des adultes entre 30 et 65 ans, et donc potentiellement des gens que vous allez rencontrer avec des douleurs des mains, qui vont avoir des facteurs rhumatoïdes positifs. Donc, à garder en tête, le taux est important aussi. Mais le plus important pour le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde, c'est la positivité des anticorps antipeptides citrulinés qui s'appellent les anti-CCP. Et donc ça a une très bonne spécificité. Ça veut dire que globalement, si on a ça, c'est que c'est bien une polyarthrite rhumatoïde.
Donc, c'est les deux types d'anticorps qu'il faut rechercher. Dans le bilan initial, quand on a un doute là-dessus, on va aussi, on verra plus tard, rechercher des diagnostics différentiels. Quand on vous demandera dans une question de faire un bilan initial devant des symptômes, une suspicion clinique, il faudra bien différencier les examens que vous faites à visée diagnostique. Donc, pour une polyarthrite rhumatoïde, ce sera bien les facteurs rhumatoïdes, les anti-CCP, et éventuellement les examens qu'on fait à visée de diagnostic différentiel, par exemple, de faire le dosage de l'acide urique ou les antinucléaires, on reviendra dessus. Bon, maintenant qu'on a fait le diagnostic d'une polyarthrite rhumatoïde, elle va être suivie par un rhumatologue. On va revenir en 2-3 mots sur le traitement. Ce qu'il faut savoir, c'est aussi dépister et savoir adresser plus rapidement si on a des atteintes extra-articulaires. Donc, je vous ai dit que c'était une polyarthrite distale qui était nue, mais il peut aussi y avoir des symptômes extra-articulaires. Je vous les ai mis par ordre de fréquence et surtout d'importance pour la clinique et pour vous. Le plus important, c'est l'atteinte pulmonaire. Comme beaucoup de maladies articulaires, comme les connectivites, ça peut donner des atteintes des pneumonies interstitielles, des pneumopathies interstitielles diffuses. Et donc, celle de la polyarthrite rhumatoïde est particulièrement difficile à traiter et sévère puisqu'elle a un pattern, un pattern radiologique particulier qu'on appelle la pneumopathie interstitielle commune, qui forme des petits kystes là, comme ça. Donc ça, c'est une forme très évoluée dans le poumon qu'on appelle des rayons de miel. C'est des atteintes très fibrosantes qui ne restent pas tant que ça sous traitement anti-inflammatoire. Donc ça, c'est grave. Et donc, il faut toujours poser la question à une polyarthrite rhumatoïde s'il est essoufflé et toujours le sculpter, évidemment. Deuxième atteinte extra-articulaire, ce sont les nodules rhumatoïdes, qui sont des nodules inflammatoires sous-cutanés, qui sont assez rares, mine de rien, mais qui sont signes d'une maladie active et qui sont associés à l'atteinte pulmonaire. Il y a l'atteinte ophtalmologique, qui n'est pas si rare, avec l'atteinte inflammatoire de la sclère, avec les sclérites et épisclérites, qui sont des yeux rouges, douloureux, vraiment douloureux, avec un peu de baisse de l'acuité visuelle, qui nécessitent globalement d'être pris en charge rapidement en ophtalmo. Les autres atteintes sont plus rares. Ça peut donner du purpura par atteinte vasculaire, comme dans les vascularités en cas dont j'ai déjà parlé. Ça peut donner éventuellement une atteinte du rachis. Alors, je dis extra-articulaire, ça reste une articulation, mais la charnière, l'articulation atlo-axoïdienne entre C1 et C2, c'est une articulation qui a de la synoviale. Et comme la polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie de la synoviale, et ben, il peut y avoir une atteinte et il peut y avoir même des complications. Bon, ça reste très rare. Et puis, sur le plan biologique, on peut avoir des neutropénies auto-immunes associées. Donc, sur la NUM, ça peut être un classique d'avoir une neutropénie. Et puis, il y avoir un peu aussi d'hyperéosinophilie d'accompagnement dans cette maladie-là, voire d'être malade de ces éosinophiles satellites d'une polyarthrite rhumatoïde, mais c'est assez rare. Une fois qu'on a dépisté ça, on confie tout ça au rhumatologue. Pour la culture, parce que c'est quand même important de savoir, même si c'est eux qui s'en occupent, c'est quelques mots sur le traitement. Donc, toute PR doit être traitée avec un traitement de fond, parce qu'on a montré que mettre un traitement de fond dès le diagnostic, ça limitait la destruction articulaire. Donc, c'est obligatoire, toute PR doit être traitée. Donc, globalement, en général, pour la douleur et le confort du patient, on donne des corticoïdes au début, avec des faibles doses, genre 5, 10, 15 mg maximum pour soulager les arthrites. Mais vraiment, ce qui est important, c'est le traitement immunosuppresseur. Et celui qu'on utilise, c'est le méthotrexate. Le méthotrexate, c'est un analogue des purines. Ça entrave la synthèse de l'ADN, et notamment de l'ADN des cellules les plus actives, et donc celles qui sont dans les maladies inflammatoires. Et donc, on utilise le méthotrexate. Ça, c'est un médicament qui se prend une fois par semaine, avec une supplémentation en folate pour justement un peu contrebalancer l'effet toxique sur la synthèse de l'ADN 48 heures plus tard. Donc, en gros, ça donnerait des choses comme 15 mg de méthotrexate, par exemple, le lundi, et puis on donne 15 mg d'acide folique le mercredi ou le jeudi, ça dépend des écoles. Donc, c'est un médicament qui est très efficace dans cette maladie-là et dans les rhumatismes inflammatoires en général. Ce médicament, il a quelques effets indésirables, évidemment. Il peut donner de la toxicité hépatique un petit peu. Il peut de temps en temps donner des pneumopathies médicamenteuses qu'il faut savoir dépister. Ce n'est pas toujours facile quand on a des maladies qui donnent également des atteintes médicamenteuses. Et puis, il peut donner une toxicité hématologique, surtout quand il est surdosé en cas d'insuffisance rénale. Et donc, quelqu'un qui est sous méthotrexate et qui va monter sa créate pour plein de raisons, de la déshydratation, une nécrose tubulaire aiguë, peut surdoser son méthotrexate et faire une atteinte hématologique potentiellement grave.
Avant de le mettre, il faut des sérologies virales des hépatites et puis une radio de thorax, mais globalement, on l'aura sûrement dans le cadre de la polyarthrite rhumatoïde. Enfin, il est contre-indiqué pendant la grossesse. De toute façon, dans les immunosuppresseurs conventionnels, ils sont tous contre-indiqués pendant la grossesse en dehors de l'azatioprine. Et donc, il faut évidemment le considérer quand il s'agit de patients plus jeunes. En général, ce n'est pas le problème dans la polyarthrite rhumatoïde. Et puis après, il faut réévaluer précocement. Ça veut dire que si au bout de 3 mois, il y a toujours de la polyarthrite, il faut changer de traitement. Et il y a des tonnes de traitements dans cette maladie, qui est une maladie la moins rare des rhumatismes inflammatoires, en tout cas. Et donc, il y a des anticytokines, il y a donc les anti-TNF, notamment, même les anti-IL6, les anti-IL1, on l'a même dans la polyarthrite rhumatoïde, le rituximab, qui est un inhibiteur de lymphocyte B, et les anti-JAK, qui sont des inhibiteurs de la voie de signalisation des lymphocytes, qui vont avoir une bonne efficacité dans ces maladies-là, et c'est le quotidien des rhumatologues. Donc, évidemment, vous n'avez pas à maîtriser le traitement médicamenteux d'une polyarthrite rhumatoïde au-delà éventuellement du méthotrexate. Mais par contre, là où vous faites attendre, si jamais on évoque le traitement de ces malades-là, c'est qu'il faut penser au reste et aux mesures non médicamenteuses. Et ça, c'est quelque chose qui est valable dans l'ensemble des questions de thérapeutique qu'on va vous poser. Toujours penser aux médicaments et aux non-médicaments. Et donc, dans le non-médicament, il faut penser à la kinésithérapie. Il faut penser à l'ergothérapie quand les doigts sont trop déformés et qu'il faut mettre des orthèses. Et donc, il faut toujours penser à l'éducation. Enfin, une polyarthrite, ça se suit longtemps et régulièrement. Et donc, il faut vérifier la destruction articulaire avec des radiographies annuelles. Mais ça, c'est le boulot du rhumatologue. Il faut évaluer l'activité de la maladie en demandant, en évaluant un score qui s'appelle le DAS28. Et en gros, le DAS28, ça veut dire quoi? C'est combien vous avez d'articulations qui font mal, combien vous avez d'articulations qui sont gonflées, est-ce qu'il y a du syndrome inflammatoire sur la prise de sang, à combien vous évaluez, vous, patients, l'activité de votre maladie. On rentre ces paramètres-là dans un petit score sur Internet ou dans des petites calculatrices et ça donne une activité de la maladie. Et en fonction de ça, on considère que c'est en rémission ou pas. Voilà. Parallèlement au suivi de l'efficacité, il faut toujours faire attention aux comorbidités et aux conséquences des traitements. Donc, plus une maladie est active, plus elle va augmenter la mortalité cardiovasculaire. Les maladies inflammatoires sont un facteur de risque cardiovasculaire. Donc, il faut prendre en charge les autres facteurs de risque. Les corticoïdes qu'on peut donner sont un facteur de risque cardiovasculaire, donc il faut prendre en charge les facteurs de risque. Et éventuellement, même certains traitements qu'on donne, les anti-JAK, qui marchent très bien et qui sont pratiques parce qu'ils sont en comprimé, alors que les autres traitements sont en sous-cutané, augmentent aussi les facteurs de risque cardiovasculaire, enfin le risque cardiovasculaire. Et donc, il faut bien s'occuper de l'attention du diabète, du tabac, des patients qui ont une PR. Il y a un petit risque majoré de lymphome, comme dans toutes les maladies auto-immunes. Et donc, il faut savoir le surveiller et examiner les patients, comme on avait vu dans le lupus et dans le Gaugereau. Et puis, c'est des patients qui sont sous immunosuppresseurs. Le méthotrexate, c'est un immunosuppresseur, donc on répond moins bien contre les infections. Donc, on est à risque de faire des infections graves. Et donc, ça peut être un classique de voir les patients s'infecter. On répond moins bien aux vaccinations, d'ailleurs. Et donc, il faut penser à réévaluer tout ça. L'adage étant quand même que toute polyarthrite rhumatoïde doit être suivie en rhumatologie. Passons au rhumatisme microcristallin. Donc la goutte d'abord, c'est le plus fréquent. C'est un des rhumatismes d'ailleurs les plus fréquents dans le monde, la goutte. Ça correspond à une maladie de surcharge en acide urique. Et lorsque l'acide urique dépasse une certaine dose, il n'est plus soluble dans le sang et il fait des cristaux d'urate de sodium. Et donc, quand on a trop un acide urique qui dépasse 360 micromoles par litre, on est à risque de déposer ces cristaux dans les articulations, mais aussi dans la peau, mais aussi dans les voies urinaires. Et donc, ça donne plusieurs formes cliniques différentes. Je vais revenir dessus tout de suite. Il y a aussi quelques facteurs génétiques, bien sûr. Le terrain, on dit que la goutte, c'est la maladie des rois. Donc, on imagine les rois qui étaient donc plutôt des hommes, plutôt en surpoids, plutôt qui mangeaient riche, de la viande, des abats, voilà, ce genre de viande-là, de la bière, de l'alcool, les sodas aussi dans les temps plus modernes. Et dans les temps plus modernes, c'est aussi les gens qui sont insuffisants rénaux, ça favorise l'élévation de l'acide urique. Et chez les patients greffés, les médicaments anti-rejet, les anticalcinérines ou la cyclosporine, qui donnent de l'augmentation de l'acide urique et donc par conséquence de la goutte. Et donc, il faut toujours chercher
quand on interroge une goutte, si on retrouve un petit peu ce terrain-là aussi chez les proches. La clinique typique de la goutte, qu'on vous mettra, si c'est ça, c'est une arthrite de la première MTP, métatarso-phalangienne, donc la première phalange, quoi, la racine de la première phalange du pied. Et donc, c'est une arthrite qui va être souvent aiguë, très inflammatoire d'emblée, très vite douloureuse, très rouge, très violacée, on ne peut pas passer à côté. Et il n'y a pas beaucoup de maladies articulaires qui touchent cette articulation-là. Donc, quand vous retrouvez à l'interrogatoire quelqu'un qui a fait ça, c'est qu'il a fait de la goutte. Et donc, c'est assez facile à trouver parce qu'il n'y a pas beaucoup de diagnostics différentiels. Là où c'est plus difficile, c'est que la goutte, ça peut aussi se présenter sous forme d'un rhumatisme polyarticulaire, par exemple les deux coudes, les deux poignets. Et là, il y a beaucoup plus de diagnostics différentiels. Donc, c'est là où rechercher une atteinte de la première métatarso-phalangienne à l'interrogatoire, c'est super utile pour poser le diagnostic a posteriori. Si on ne fait rien, ça guérit, mais dans des douleurs atroces. Et il y a plein de rois qui ont passé leur fin de vie goutteux, notamment François Ier de mémoire, qui était particulièrement touché par ce mal. Ça donne à la fin de la destruction articulaire avec de l'arthropathie goutteuse et des douleurs chroniques. Ça peut donner de la localisation cutanée qu'on appelle les tophus, où on peut en avoir. Donc là, c'est un tophus complètement historique, on n'en voit pas souvent des comme ça, mais il peut y avoir des petites proliférations, enfin des petites dépôts dans la peau d'acide urique. Et puis, comme je vous ai dit, ça peut aussi précipiter dans les urines, ça fait des lithiases, et c'est une des grandes causes de lithiase urinaire. Et donc, ça donne des coliques néphrétiques. C'est une autre chose qu'il faut systématiquement rechercher à l'interrogatoire devant une suspicion de goutte. Le diagnostic, il prend du temps d'interrogatoire, en fait, parce que c'est vraiment, on recherche bien le terrain, on recherche bien les antécédents familiaux de goutte, on recherche bien les antécédents de choses qui ont pu ressembler à de la goutte par le passé, la première MTP, la lithiase urinaire, et tout ça. On pense toujours qu'une monoarthrite, ça peut être une arthrite septique, et donc on va revenir dessus. Il faut chercher les signes en faveur. Normalement, la goutte ne donne pas beaucoup de fièvre, mais ça peut en donner un petit peu. Par contre, c'est très inflammatoire au niveau local, c'est très rouge, c'est violacé. Il ne faut pas se faire berner par une uricémie normale pendant une crise de goutte. Elle peut être normale et ça n'élimine pas le diagnostic, même si le fait d'avoir une uricémie franchement élevée peut être quand même un fort argument pour. Et donc, si on peut, il faut faire une ponction articulaire, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Et lorsqu'on va dans le liquide d'un patient qui a une goutte, il a un liquide inflammatoire, donc au-dessus de 2000 éléments, avec des cristaux qu'on peut observer au microscope. Des cristaux d'urate de sodium qui sont des petits cristaux qui sont des cristaux allongés. La radio, elle ne sert pas à grand-chose à la phase aiguë. Et par contre, un autre examen qui a beaucoup apporté dans le diagnostic de goutte, c'est l'échographie articulaire, où là, vous voyez que donc c'est l'os, hein, vous voyez la corticale osseuse en blanc là, et là, il y a un double contour qui correspond à l'inflammation de la synoviale, tellement c'est inflammatoire. Donc l'aspect en double contour, c'est très évocateur de goutte. Comment on traite la crise de goutte? C'est très important, ça pour le coup en médecine générale, c'est du quotidien et surtout on éduque les patients à le faire eux-mêmes parce que le plus tôt on se traite, le mieux c'est. Donc un patient qui fait des accès goutteux doit savoir se traiter lui-même parce qu'en fait il va s'en sortir beaucoup mieux. Je rappelle que si on ne fait rien, l'accès rentre dans l'ordre tout seul, mais ça fait mal pendant quelques jours. Donc en gros, on doit éduquer le patient à s'auto-traiter. Et après, il y a des recommandations récentes du traitement de la crise aiguë de goutte qui ont repris des essais évaluant plusieurs molécules. Et en gros, il y a une équivalence en traitement médicamenteux entre les anti-inflammatoires, notamment le naproxène, qui a la même dans cette indication-là, cette posologie de 750 mg x 2. Mais bon, ça reste un anti-inflammatoire non stéroïdien, donc il y a plein de contre-indications, les antécédents d'ulcères, l'insuffisance rénale. C'est un médicament qui fait quand même peur. Je rappelle qu'on est de temps en temps dans des arrière-pensées d'arthrite septique pour lesquelles on n'a pas du tout envie de mettre un anti-inflammatoire. Le traitement un peu historique, personnellement, j'aime beaucoup dans le traitement de la crise aiguë. Quand il est pris tôt, c'est la colchicine, avec cette nouvelle façon de la donner qui est 1 mg, puis un demi-milligramme une demi-heure après, puis après 0,5 x 2 pendant quelques jours, qui permet de souvent bien soulager les patients sans prendre de grands risques infectieux. Par contre, il y a d'autres problèmes de la colchicine, avec notamment des risques de surdosage qui peuvent être graves. Le premier signe de surdosage, c'est la diarrhée, et c'est une raison d'arrêter ou de diminuer la posologie de colchicine. Le deuxième problème, c'est
qu'on ne peut pas donner avec n'importe quel médicament, et notamment les macrolides, cachés, donc il faut toujours faire très attention. Et puis, il faut faire attention à la fonction rénale. Quand on s'intoxe sérieusement à la colchicine, ça donne de la diarrhée, mais ça peut aussi donner de l'atteinte musculaire, une pancytopénie et une atteinte cérébrale centrale. Enfin, l'alternative, c'est les corticoïdes à 1,5 mg/kg, et ça marche pas mal, mais là aussi, il y a d'autres problèmes, le diabète, les décompensations psychiatriques, et donc, on pèse le pour et le contre. Quoi qu'il en soit, le traitement, c'est 3-5 jours, c'est pas très long, et donc, on a le choix entre ces stratégies-là. S'il y a une seule articulation et qu'elle est infiltrable, les rhumatologues, ils aiment beaucoup infiltrer, et donc, ils peuvent infiltrer les patients au cabinet, notamment les genoux. Là encore, toute question de traitement dans le concours, il faudra toujours différencier les mesures médicamenteuses et non médicamenteuses. Et donc, dans les mesures médicamenteuses, en général, on sait, il faut toujours penser aux non médicamenteux. Et donc là, ça va être toujours du glaçage, du repos et des médicaments antalgiques éventuellement autres s'il y a besoin. Mais pour penser aux non médicamenteux. Et puis, je vous ai dit que c'était une maladie de surcharge, donc il faut baisser la surcharge. Si on ne baisse pas la surcharge, ça va récidiver et il va y avoir un rhumatisme chronique. Et donc, il faut introduire un traitement hypouricémiant. Et maintenant, c'est contrairement à ce qu'on apprenait il y a longtemps, enfin, il y a pas si longtemps que ça, mais maintenant, il y a des recommandations européennes qui sont en faveur d'un traitement de hypouricémiant dès la première crise de goutte, avec un objectif de baisser le taux d'acide urique en dessous de 360 micromoles par litre. Et donc, il faut le prendre de façon prolongée pour fluidifier les cristaux d'urate de sodium. Il y a un risque de goutte à l'introduction du traitement, donc on le fait toujours sous traitement par colchicine, sous couverture de colchicine. Et donc après, il y a 2 médicaments. L'historique, c'est l'allopurinol. C'est un médicament qui n'est pas très cher, qui se donne en cas de fonction rénale normale, avec une augmentation progressive. Et vous savez que le principal risque à surveiller en cas d'introduction d'allopurinol, c'est le risque de toxidermie, parce qu'il y a des syndromes de Lyell, les syndromes de Steven-Johnson, des toxidermies bulleuses qui sont décrites avec ce médicament-là. Donc, il faut bien savoir l'arrêter s'il se passe le moindre chose sur la peau dans les premières semaines de traitement. Puis, le traitement un peu plus récent, c'est le febuxostat ou adénurique qui se donne en cas d'insuffisance rénale. Voilà. Autant il faut traiter dès la première crise de goutte, autant il ne faut pas traiter une hyperuricémie qui est asymptomatique. Si on prend 100 patients hyperuricémiques, il n'y en a que 10 qui vont faire de la goutte. Donc, il y a 90 patients qui sont traités pour rien. Et donc, doser d'acide urique, bon, éventuellement. Introduire des mesures hygiéno-diététiques, éventuellement. Oui, il faut maigrir. S'il y a trop de consommation d'alcool, de viande, tout ça, il faut adapter, mais ne pas traiter une hyperuricémie asymptomatique. Et donc, ne jamais oublier les règles hygiéno-diététiques dans ces questions de microcristaux parce que c'est fondamental, notamment dans la goutte. Le deuxième rhumatisme microcristallin le plus fréquent, c'est la chondrocalcinose, qu'on appelle aussi le rhumatisme à pyrophosphate de calcium. C'est plutôt un rhumatisme chronique qui va évoluer par petites crises aiguës. On ne peut pas le désinfiltrer, on ne peut pas enlever la surcharge de pyrophosphate de calcium. Et donc, c'est plutôt une maladie du sujet âgé. Globalement, c'est quasiment 10 à 15% des patients dans la 6-7e décade et encore plus tard. Donc, il faut vraiment savoir l'évoquer, notamment en gériatrie, dans des atteintes articulaires inflammatoires, notamment à l'hôpital. Encore une fois, il y a 75% des patients qui vont avoir de la chondrocalcinose sur la radiographie, parce que vous allez voir qu'on peut la détecter à la radiographie, qui ne vont pas faire de rhumatisme à pyrophosphate de calcium et donc qui ne vont pas nécessiter forcément de traitement. La présentation clinique, elle est multiple et elle est un peu moins typique que la goutte. Et donc, ça peut donner des mono- ou des oligoarthrites, des poignets, des genoux, des coudes, parfois d'une forme clinique particulière, avec une atteinte du rachis cervical, qu'on appelle le torticolis fébrile, c'est le syndrome de la dent couronnée, dont je vais monter un scanner tout de suite, et donc avec une atteinte du ligament qui est autour de la dent de l'axis. Et donc, les formes articulaires sont un petit peu plus difficiles à distinguer, d'autant que c'est des patients âgés, donc qui ont souvent de l'arthrose, et que c'est un rhumatisme qui peut occasionner de l'arthrose secondaire. Donc, ce n'est pas toujours facile. Sur le plan des examens, donc biologique, il y a un syndrome inflammatoire. Il n'y a pas d'autres choses qui sont très évocatrices pour aider au diagnostic de chondrocalcinose. Là encore, si on peut, il faut faire
une ponction articulaire, notamment encore une fois si c'est un genou, hein, c'est vraiment ce qui est le plus facile à fonctionner, où il y a encore là, une fois un liquide inflammatoire avec plus de 1500 ou 2000 cellules par millimètre cube, et avec des cristaux de pyrophosphate de calcium qui sont des petits cristaux carrés, cubiques. Les radiographies, on va faire des zones douloureuses pour rechercher les cristaux, et puis on va faire les régions un peu bastions de chondrocalcinose, que sont les poignets avec les ligaments triangulaires du quart, les genoux, et donc là je vous ai mis une petite image là, avec calcification, et puis la symphyse pubienne avec cette belle image. Là, c'est une coupe en scanner de la dent de l'axis avec un peu de calcification du ligament autour en rapport avec une dent couronnée. Autant l'échographie, c'est super dans la goutte, autant dans la chondrocalcinose, c'est rare que ça pose le diagnostic. On va avoir une arthrite, on va avoir de l'inflammation, mais ça ne va pas faire la différence sur l'étiologie. La chondrocalcinose est de temps en temps associée à deux maladies principales qu'il est de bon ton de chercher. Parce que ce sont notamment une maladie fréquente aussi chez la personne âgée qui est l'hyperparathyroïdie primaire. Je rappelle que c'est un diagnostic biologique qui associe de l'hypercalcémie, de l'hypophosphorémie avec une PTH inadaptée, et ce, sans carence en vitamine D en général. Et donc pour lequel après, on peut diagnostiquer la cause, soit c'est une hyperplasie, soit c'est un adénome, avec le couple échographie-scintigraphie. L'hémochromatogénétique donne aussi des chondrocalcinoses, et donc il est de bon ton d'avoir un bilan martial dans ce contexte-là, même si souvent c'est connu. Puis il y a des causes plus rares qui donnent ça aussi, qui est une des causes plus rares, qui est l'hypomagnésémie familiale. Bon, ça ne mange pas de pain de doser un magnésium, même si le traitement de l'ensemble de ces maladies-là, et donc pour l'hypomagnésémie, si elle n'était pas symptomatique, on s'en fout, ne modifie pas l'évolution de la chondrocalcinose. Par contre, si on trouve une hyperpara, ça évitera la lithiase rénale, ça évitera l'ostéoporose, ça évitera éventuellement l'hypercalcémie. Les armes médicamenteuses dans la chondrocalcinose, c'est les mêmes que la goutte. On peut faire de la colchicine, on peut faire des anti-inflammatoires, on peut faire des corticoïdes. Et de la même manière, on est face à des patients, enfin encore pire, on est face à des patients gériatriques. Donc, il faut vraiment faire attention aux contre-indications au traitement et aux interactions. Et voilà, donc la colchicine, très attention chez la personne âgée, regardez s'il n'y a pas d'autres traitements. Mais les anti-inflammatoires non stéroïdiens, on n'aime pas non plus. Donc, il faut vraiment faire attention. Peut-être les corticoïdes, en cure courte, c'est peut-être le moins toxique. Encore une fois, s'il y a juste un genou ou s'il y a une articulation qui est très douloureuse, on peut infiltrer. Et puis encore, d'autres médicaments antalgiques s'il y a besoin. Et puis encore et toujours, les mesures non médicamenteuses, le repos, le glaçage de l'articulation. Enfin, un mot du dernier rhumatisme microcristallin, qui est le rhumatisme apatitique, donc avec des cristaux de pyrophosphate de calcium. Et là, ce n'est pas vraiment dans l'articulation, c'est souvent périarticulaire. La forme clinique typique, si on vous met un cas clinique, ça sera une épaule. C'est dans le tendon supraépineux, c'est l'image que vous voyez là, avec la flèche rouge. Il y a aussi de temps en temps dans la hanche. Et ça donne des crises aiguës hyperalgiques qui peuvent mimer une arthrite septique. Et donc, c'est vraiment des patients qui ont brutalement une douleur maximale en attitude du traumatisé du membre supérieur. Et donc, voilà, c'est très bruyant. Parfois, ça se chronicise, parce qu'en fait, pareil, les calcifications, comme dans la chondrocalcinose, elles ne partent pas. Et donc, ça peut entraîner un rhumatisme chronique. Et puis, ça se voit à la radio. Le traitement, c'est des mesures très standards, hein, d'antalgiques, éventuellement d'anti-inflammatoires. Et puis, si vraiment ça se chronicise, on peut essayer d'enlever les calcifications mécaniquement. Un mot, j'aurais pu le mettre juste après la polyarthrite rhumatoïde, mais ça fait vraiment partie des diagnostics différentiels du rhumatisme psoriasique, qui est parmi les diagnostics différentiels. Je voulais juste vous en toucher une vignette. C'est un rhumatisme inflammatoire. Et pourquoi j'en parle? Parce que ça ressemble, voilà, ça fait partie de la gamme diagnostique des douleurs inflammatoires des mains. C'est 10% des patients avec du psoriasis. Et donc, ça donne de la polyarthrite plutôt distale, comme la PR. Mais là, c'est plutôt asymétrique. Et là, ça touche les IPD, les interphalangiennes distales, tout comme l'arthrose, qu'on aborde dans un autre topo. Mais l'arthrose est toujours un facteur confondant de tous ces patients-là. Alors là, on est sur des patients un peu plus jeunes en général. Et puis, il peut y avoir aussi de l'oligoarthrite des plus grosses articulations. C'est parfois associé aux formes axiales de spondylarthropathie. Donc, j'avais déjà un peu touché un mot des spondylarthropathies dans un autre topo, mais globalement, vous savez que c'est un spectre
où il y a plusieurs atteintes, plusieurs types d'atteintes possibles entre le rhumatisme axial, ce qu'on appelait avant la spondylarthrite ankylosante. Maintenant, on appelle ça la spondylarthrite axiale avec les douleurs lombaires vraiment inflammatoires, les formes périphériques, le rhumatisme psoriasique, et puis des maladies satellites que sont les uvéites à répétition, les maladies inflammatoires chroniques du tube digestif, éventuellement les arthrites réactionnelles à des infections génitales notamment. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le spectre HLA-B27. Et donc, quand on a une des maladies du spectre, il faut chercher les autres chez le patient et dans sa famille. De temps en temps, on a le psoriasis avant, enfin le rhumatisme psoriasique avant d'avoir le psoriasis. C'est rare et ça ne sera probablement pas de la façon dont on vous le demandera. Et il se trouve que c'est des patients qui ont souvent des comorbidités, de l'anxiété, parce que vous savez que le psoriasis est associé à l'anxiété, la dépression, de l'obésité, des facteurs de risque cardiovasculaire. Et donc, c'est des patients qui vont être plus compliqués à traiter en termes de médicaments, puisque ça va encore, là encore, reposer sur des médicaments anti-inflammatoires et peut-être des corticoïdes. Les lésions radiographiques, elles sont particulières. Je vous ai dit que ça touchait les IPD, c'est vraiment là qu'on a les images les plus typiques, avec des lésions et des images de destruction. Donc là encore, on voit des petites géodes, des pincements articulaires, et puis de la reconstruction avec de l'hyperostose. Ça, c'est une des rares maladies qui donne ça. Les traitements, là encore, c'est archi spécialiste, mais c'est le même principe que la PR. C'est un peu de corticoïdes pour soulager au début, un traitement de fond pour limiter la destruction articulaire par méthotrexate, et puis assez vite des médicaments épargneurs, des médicaments biologiques qui ne sont pas tout à fait les mêmes que dans la polyarthrite rhumatoïde, même si les anti-TNF marchent assez bien dans les deux. Voilà, je vais terminer par quelques vignettes sur l'orientation diagnostique devant une arthrite, une mono ou une polyarthrite. C'est hyper important, puis c'est comme ça que ça va se présenter dans la vraie vie. Cette diapo-là, c'est vraiment pour rappeler qu'il faut prendre le temps, que ce soit dans une question ou dans la vraie vie, de correctement interroger les caractéristiques d'une douleur, parce que en fait, les patients, ils ne viennent pas avec une arthrite, ils viennent avec une douleur. Et donc, il faut savoir depuis quand, quels sont les facteurs déclenchants, quels sont les facteurs qui améliorent, quel est le contexte d'arrivée, est-ce que ça a été brutal ou progressif, quelles sont les articulations touchées, combien il y en a, est-ce qu'il y a des irradiations, quel est le terrain du patient, est-ce qu'il y a des antécédents qui sont personnels, qui sont familiaux, est-ce qu'il s'est passé quelque chose au début, est-ce qu'il y a une plaie, est-ce qu'il y a de la fièvre, est-ce qu'il y a des signes extra-articulaires qui sont associés. Et puis, il faut qu'on soit bien sûr que ce soit de l'arthrite et non pas autre chose, une infection cutanée comme un érysipèle ou une ténosynovite. Donc, il faut vraiment écrire son interrogatoire pour préciser la douleur, rechercher les comorbidités, évaluer le terrain, éliminer les diagnostics différentiels. On verra tout ça en méthodologie. Donc après, les causes de monoarthrite, c'est assez simple, hein. La première chose à laquelle il faut toujours penser quand on a une seule arthrite, c'est l'arthrite septique. C'est le plus important parce qu'il y a une destruction articulaire qui peut être très rapide. Et donc, il faut demander s'il y a de la fièvre, il faut demander s'il y a des sueurs, il faut demander s'il y a… il faut se rendre compte de l'inflammation articulaire. Donc, vraiment, les septiques et les cristaux, c'est ce qui donne les articulations les plus gonflées, les plus rouges, les plus chaudes. Il faut toujours ponctionner, si on peut, une articulation, toujours prélever des hémocultures, toujours envoyer le liquide en bactériologie. Et puis, si vous avez de l'arthrite septique, tout de suite dans la tête, on se met, mais ça c'est plutôt pour vous, pour les dossiers, est-ce que plus tard on me demandera de penser à éliminer l'endocardite infectieuse si jamais on retrouve un germe qui pourrait être à risque à l'échographie cardiaque. Donc, si ce n'est pas une arthrite septique, ça peut être des cristaux, on vient de voir les principales causes d'arthrite microcristalline. Si ce n'est pas les cristaux, ça peut être inflammatoire, et là, ça sera la polyarthrite rhumatoïde, le rhumatisme psoriasique, mais aussi ce qu'on avait déjà vu, les connectivites, les vascularites. Et puis, si ce n'est pas ça, ça peut être tout simplement un liquide mécanique, de l'arthrose. Vous savez qu'il peut y avoir un peu de poussée inflammatoire dans l'arthrose, et donc, bon, ça peut faire partie du diagnostic différentiel, et puis on peut même avoir une rupture de kyste synoviale qui fait mal, qui envahit l'articulation. Et puis enfin, on peut avoir un épanchement de sang qui est une hémarthrose en cas de traumatisme, notamment de rupture de ligament, ça peut donner de l'épanchement avec une hémarthrose. Et donc, ils font ponctionner les articulations. Le plus souvent, c'est le genou. On regarde l'aspect macroscopique qui, normalement, doit être un peu comme ça, là, jaune et visqueux. Et puis, quand c'est un peu inflammatoire, là, c'est un peu plus trouble. Quand c'est carrément du pus, bah, là, c'est clairement septique. Et puis, quand il y a un peu de sang, bah, ça se voit en hémarthrose. Et donc, il faut regarder le nombre d'éléments. Si on a moins de 2000, c'est plutôt mécanique, c'est plutôt arthrose. Si on a plus de 2000, c'est plutôt inflammatoire.
faut envoyer en bactériologie, il faut rechercher des cristaux. Une fois qu'on a fait la ponction articulaire, qui est l'élément clé, hein, c'est impossible de parler d'un dossier d'arthrose, d'inflammation articulaire, d'arthrite sans avoir de ponction. Il faut faire un examen biologique assez minimaliste, de la numération, la CRP pour le côté inflammatoire, l'uricémie parce que ça fait partie des choses qui peuvent orienter, et puis éventuellement TPTCA pour orienter vers une hémarthrose, notamment chez les patients hémophiliques, que ce soit de naissance ou d'hémophilie acquise. Si on est dans une orientation mécanique, ben alors il faut faire le bilan de ce qui s'est passé sur le plan des lésions, une radio, et puis assez facilement, notamment au niveau des genoux, une IRM pour savoir quelle est la lésion. Est-ce qu'il y a, par exemple, un ligament qui a été rompu? Si on a une suspicion d'arthrite septique, bon, on a déjà dit, mais il faut penser aux hémocultures, il faut garder les hémocultures de façon prolongée, il faut prolonger la culture du liquide articulaire, il faut garder le TT en tête. Et si on a les causes microcristallines en tête suite à l'interrogatoire, bah, on en a déjà parlé. Et puis si c'est subaigu, on va chercher les maladies inflammatoires dont on a parlé, les connectivites, la polyarthrite rhumatoïde, les vascularites. Face à une polyarthrite, c'est un peu pareil, sauf que la cause septique est moins probable, quoique c'est possible. Par exemple, c'est un mode de présentation des endocardites infectieuses. Donc, c'est toujours les mêmes principes. S'il y a de la fièvre et qu'on pense à quelque chose de septique, il faut ponctionner tant que possible, parce que c'est là-dessus qu'on fera le diagnostic. Devant une polyarthrite, il faut vraiment prendre le temps de chercher des signes extra-articulaires. Je vous parlais tout à l'heure du fait que la polyarthrite rhumatoïde était un rhumatisme nu, contrairement au rhumatisme psoriasique où il y avait par définition un peu de psoriasis, mais on pouvait avoir l'association à des uvéites, à des maladies digestives. Si on a une vascularite, on a des signes extra-articulaires qui peuvent être d'ordre rénaux, cutané, neurologique. Si on a un lupus, on va demander l'érythème malaire, la photosensibilité, toutes ces choses-là. Nous, on passe nos consultations de polyarthrite à essayer de chercher des signes extra-articulaires pour s'orienter. Ça, c'est sur les causes inflammatoires. Et puis, en polyarthrite, il y a plein de causes infectieuses qui sont non bactériennes et qui vont dépendre un peu du contexte. On peut avoir des causes virales, les infections virales un peu tout venant, EBV, CMV, VIH, toxoplasmose, ça peut donner des présentations polyarthritiques. La dengue, le chikungunya dans les régions d'endémie. Quelques maladies bactériennes croissance plus lente, comme la maladie de Lyme, la maladie de Whipple, la tuberculose, un rhumatisme qui s'appelle le rhumatisme de Poncet qui peut donner, mais c'est assez rare, et les maladies à germes intracellulaires. Et puis, il y a d'autres maladies inflammatoires encore plus rares qui sont plutôt de l'ordre du spécialiste. Donc, en fait, on s'oriente avec ça, mais on peut répartir ça dans des cases de recherche d'attente extra-articulaire et puis toujours garder en tête dans un dossier devant un patient qui a des arthrites si ce n'est pas septique. Voilà, merci pour votre attention. Désolé pour cette vidéo un peu longue. Si vous avez des questions, posez-les par mail et rendez-vous sur le site d'IPAE pour ceux qui sont intéressés pour nous rejoindre. Merci beaucoup.